Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Ce n'est plus une polémique, c'est une tempête politique et judiciaire. L'affaire Benalla est devenue incontrôlable pour l'Élysée, au point que le palais présidentiel a dû se résoudre ce matin à licencier ce proche du chef de l'État. Alexandre Benalla est par ailleurs en garde à vue depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire à Paris. La journée a été rythmée par de nouvelles révélations, on va y revenir, et de nouvelles réactions politiques. L'opposition continue de dénoncer un scandale d'État. Emmanuel Macron, lui, se tait. Il a déjà dû céder à la pression, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Mais il sait sans doute que l'affaire n'est pas terminée. La procédure judiciaire démarre tout juste et une commission d'enquête parlementaire va être créée. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sera auditionné mardi prochain en fin d'après-midi. En réalité, le feuilleton Benalla ne fait que commencer. On en parle ce soir avec nos invités. Guillaume Tabar, vous êtes éditorialiste politique au quotidien Le Figaro. Votre édito du jour revient sur cette crise avec ce titre « Communication de crise » ou « Crise de la communication ». Et on vous retrouve également sur Radio Classique. Marc Le Plongeon, vous êtes journaliste spécialiste des questions police-justice à l'hebdomadaire Le Point. Vous signez aujourd'hui cet article « Alexandre Benalla a-t-il vraiment été sanctionné ?» Et je rappelle aussi votre livre « Le chaudron français » publié chez Grasset. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au journal Le Monde ainsi que pour M, le MAG. En une de votre journal aujourd'hui, les 3 enquêtes de l'affaire Benalla. Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat de police Alternative CFDT. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Merci de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr, comme chaque soir, vos questions par SMS et Internet. La digue n'a pas tenu longtemps. Guillaume Tabar, après 24 heures de polémique très vive, hier, l'Élysée, ce matin, très tôt, au milieu de matinée, a donc annoncé avoir lancé une procédure de licenciement contre Alexandre Benalla. Il était temps ? La digue n'a pas tenu parce qu'elle n'a pas été posée suffisamment tôt. Ce qui est sidérant, c'est que l'alerte du Monde date de mercredi soir 20h30. Et donc, qui dit alerte du Monde dit quand même information préalable pour l'enquête elle-même. Donc, l'Élysée savait que cette affaire allait sortir et qu'ils aient laissé autant de temps, puisque la première action officielle, c'est cette fameuse, je ne sais pas comment l'appeler, vidéo, faite par Bruno Roger-Petit, parce que ce n'est même pas un point de presse, puisqu'il a parlé devant une caméra et pas du tout devant des journalistes. Le lendemain matin, à 9h30, donc on laisse passer au moins 12 heures, encore 12 heures par rapport au moment où cette affaire est connue. C'est-à-dire que ça laisse le temps à la polémique politique de s'installer, de gonfler, et ensuite, face à une décision qui, d'un point de vue de Béotien, semble être une décision de bon sens, qui aurait dû être prise 1 minute après l'alerte du Monde, à savoir mettre fin aux fonctions d'Alexandre Benalla à l'Élysée, un nouveau délai incompréhensible qui laisse bien sûr tout le temps à cette affaire de se gonfler et de devenir un vrai problème politique pour le président. Comme si, Vanessa Schneider, au fond, l'Élysée s'était dit ça va peut-être passer, pour parler un peu de façon familière. Oui, moi je serais encore plus sévère que Guillaume Tabar, c'est-à-dire que l'Élysée aurait dû prendre des décisions au lendemain du 1er mai, dès que l'Élysée a été informé de l'existence des faits, à savoir qu'un membre du cabinet d'Emmanuel Macron s'était rendu à cette manifestation et s'était livré à des violences. Donc déjà, il y a un premier dysfonctionnement assez incompréhensible. Après, en effet, Le Monde révèle l'identité de la personne qui a exercé ces violences et explique ce qui s'est passé. Et là encore, aucune réaction de l'Élysée. Emmanuel Macron, à l'heure où nous parlons, ne s'est toujours pas exprimé sur la question. Je pense qu'on peut l'expliquer par différentes choses. Il y a, de la part d'Emmanuel Macron, une détestation des médias. Il ne veut pas céder à ce qu'il estime être la pression médiatique. Et je pense en effet, dans un premier temps, l'Élysée ne mesure pas la portée de l'événement et la gravité des faits et ce que cet événement peut provoquer dans l'opinion, les sentiments qu'il peut provoquer, et se dit, il va avoir un petit peu de mousse, ça va occuper les journalistes quelques heures et on va passer à autre chose. Donc, très grosse erreur d'appréciation qui s'explique par un sentiment aussi d'invincibilité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a réussi quelque chose d'extraordinaire politiquement. On l'a déjà analysé plusieurs fois ici. Cette campagne éclair, partie de rien, qui arrive à la tête de l'Élysée, et s'est renforcé le sentiment chez lui et dans son équipe et chez ses proches qu'ils étaient les meilleurs et qu'ils étaient invincibles et que quelque part rien ne peut les atteindre. Et c'est ça qu'on retrouve dans cette
communication ou cette non-communication qui paraît incompréhensible pour tout observateur, c'est cette espèce de sentiment de surpuissance de ce pouvoir qui se sent à l'abri de tout. Ça, c'est l'aspect, on va y revenir longuement évidemment, l'aspect politique, mais avant de regarder ensemble le premier reportage, l'aspect judiciaire maintenant. Marc Le Plongeon, donc il y a une enquête qui commence. Que cherchent à savoir les policiers qui ont placé en garde à vue Monsieur Benalla ce matin? Alors, il y a une enquête qui commence, mais surtout elle aurait dû commencer beaucoup plus tôt, puisque normalement il y a ce qu'on appelle dans notre code de procédure pénale un article 40 qui oblige toute autorité constituée, tout fonctionnaire à déclarer des faits qui pourraient être constitutifs d'une infraction. Là, clairement, les autorités, le pouvoir public ne l'a pas fait, alors même qu'ils étaient en possession, qu'ils ont vu qu'on leur a rapporté ce qui s'était passé le 1er mai, et que ça s'ouvre d'aucune ambiguïté. On voit un homme qui est au service d'Emmanuel Macron, qui frappe au sol un manifestant, c'est limpide. Cette enquête, cet article 40, il n'a pas été utilisé et l'enquête préliminaire n'a été lancée à l'initiative du parquet qu'après les révélations du Monde. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré très vite. On a le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui a été entendu en audition libre, puis Monsieur Benalla qui a été placé en garde à vue ce matin. Une garde à vue qui peut durer 24 heures, qui peut être prolongée d'un nouveau délai de 24 heures. On va chercher à savoir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé des choses avant la vidéo, avant les images qu'on a pu voir? Est-ce que c'est une réaction à quelque chose qui a pu se passer? Il va chercher à se justifier et après il va devoir dire des choses très objectives, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il portait par exemple un brassard police alors même qu'on le rappelle, il n'a pas cette qualité. Denis Jacob, vous êtes avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'un syndicat de police, Alternative CFDT, parce que la police est d'une certaine façon à la fois actrice et victime de cette affaire. Vous vous retrouvez dans ce dossier. Alors, d'abord, j'aimerais simplement avoir votre sentiment sur ce qui se passe. Les policiers, ils disent quoi aujourd'hui? Ils sont dans quel état d'esprit? Ils sont dans un mauvais état d'esprit. C'est-à-dire ? Il y a un raz-de-marée de mécontentement et de colère, parce qu'une nouvelle fois, l'image de la police nationale est entachée par une affaire qui aurait pu paraître comme faite par un policier. Et on apprend tous, alors déjà, par un policier, c'est pas excusable, bien évidemment, ce qui s'est passé, mais là, on apprend en plus, nous, qu'il n'est pas policier. Donc on est aussi un peu les dindons de la farce dans cette histoire. Et ça pose véritablement un problème, parce que cette personne agit comme s'il était policier, avec des matériels de police. Qui lui a donné? Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations encore ce soir sur les circonstances de sa présence, je le rappelle, dans un service de maintien de l'ordre, à l'occasion de la manifestation du 1er mai. Et que dire également de la mise à disposition de certains moyens de cette personne, comme par exemple un véhicule totalement équipé police, avec gyrophare et 2 tons, alors qu'on a des collègues qui travaillent dans des conditions pitoyables, avec des véhicules qui ont 200 ou 300 000 kilomètres au compteur. Enfin, vous comprenez que cette affaire en interne soulève une fois de plus un vent de colère parmi mes collègues. Vanessa Schneider? Et je dirais au sein de l'Élysée également, puisque normalement la protection du président est assurée par un service qui est constitué comme tel, le GSPR, qui est chargé de la sécurité du président. Et ce monsieur Benalla a été intronisé monsieur sécurité alors qu'il n'a pas les qualités pour le faire et quelque part gênait le travail de ce service de protection. Donc c'est installé quand même au cœur de l'État une petite bande autour de cet individu qui, à l'évidence, occupait des fonctions, en tout cas des responsabilités, qu'ils n'avaient pas à occuper, ni par leur statut professionnel, ni dans le cadre du fonctionnement général de l'Élysée. Donc les dysfonctionnements sont préalables aux faits de violence qui se sont produits lors de la manifestation. C'est d'autant plus vrai sur le GSPR que, a priori, on attendra la confirmation parce que ça nécessite une décision des syndicats de police dans le cadre des instances internes, mais il semblerait que le GSPR, il y ait déjà une décision politique de prise pour que ça soit retiré de la couverture du SDLP, le service de protection de toutes les personnalités, pour potentiellement être mis au service, étrangement, des sociétés de sécurité privées. Voilà ce qui se dit actuellement. Donc le fait que M. Benalla soit intronisé dans ce milieu-là n'est peut-être pas non plus innocent. Marc Le Plongeon, vous confirmez que dans le monde de la police, ça provoque un certain émoi?
Ça provoque un émoi certain, puisqu'on a déjà vu d'ailleurs qu'il y a quelques têtes qui avaient été découpées. On a appris ce matin qu'il y avait plusieurs policiers qui avaient déjà été suspendus, des policiers de la préfecture de police. Alors expliquez de pourquoi Paris. d'ailleurs. Pourquoi des policiers ont-ils été suspendus ce matin? Alors vraisemblablement, ils sont soupçonnés d'avoir transmis des images de vidéosurveillance qui avaient été tournées sur la voie publique le 1er mai à M. Benalla, à sa demande, le soir du 20 juillet, donc après la parution du Monde. Ce qui est probable, c'est que M. Benalla a été un petit peu inquiété de ce papier, fortement, et que tout de suite il a demandé des garanties, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres vidéos où on voit clairement mon visage, comment ça s'est passé, est-ce que je vais pouvoir prouver peut-être que j'étais en situation, je ne sais pas, de légitime défense, je suppose, et tout de suite il a demandé à ses policiers de lui fournir ces images qui visiblement lui ont obéi. Ce qui est complètement invraisemblable. Et ça en dit long sur l'importance qu'avait pris cet individu au cœur même de l'État et au plus haut sommet de l'État, puisque des fonctionnaires de l'État se sont sentis obligés de lui fournir des vidéos hors cadre légal. On voit bien toutes les questions posées par cette affaire, j'allais dire ces affaires, parce que c'est un peu comme les poupées russes. Dès qu'on en soulève une, on découvre autre chose. Guillaume Tabar, vous êtes d'accord avec ce qu'on disait au début de l'émission? Ce n'est que le début d'une affaire mal maîtrisée par l'Élysée? Ça n'est que le début, au sens où d'abord, on ne sait pas si on connaît tous les éléments. Pour l'instant, il y a ce que le Monde annonce hier, déjà, donc la vidéo, l'identité de l'un. Ensuite, le Monde qui poursuit aujourd'hui... Qui n'est pas nié par aucun des interlocuteurs. Le Monde qui nous apprend que ce personnage, qu'au départ, on pouvait prendre comme étant une des personnes qui travaillent pour la sécurité du président, en fait, est logé quai Branly. Vous savez, quai Branly, c'est là où étaient logés les proches de François Mitterrand. Grossouvre, je crois. François de Grossouvre, la deuxième famille, c'est ce qu'on appelle la deuxième famille. Mazarin Pinjot, etc. C'est plutôt un lieu que l'Élysée surveille et où place des gens qui sont importants pour lui. Cette fameuse voiture, tout ce qu'on apprend aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison qu'on n'en apprenne pas d'autres à venir. L'une des grandes questions qui est posée maintenant, je n'ai bien sûr pas aucun élément de réponse, mais c'est quelle est la nature du lien personnel entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Depuis hier, on nous ressort plein de photos, la fameuse photo où ils font du ski aux vacances de Noël, la fameuse photo au Salon de l'Agriculture, etc. Donc, qui montre que, visiblement, bien sûr, le bus des Bleus et compagnie, qu'il occupe un rôle qui est plus que simplement quelqu'un en charge de sécurité. C'est ce rôle qu'il faut comprendre. Et du coup, la question aussi qui est connexe, c'est pourquoi Emmanuel Macron a-t-il attendu pour prendre la sanction ultime, qui est celui de le renvoyer clairement de l'Élysée. Il y a peut-être une réponse claire, évidente, mais à ce moment-là, il est urgent de la donner pour éviter que ça ne provoque toutes sortes de supputations, de rumeurs sur la proximité entre eux. Quel est ce lien? Y a-t-il voulu le couvrir? Tout simplement. Hier, l'Élysée annonçait donc que la mise à pied pour 15 jours d'Alexandre Benalla constituait déjà une sanction sévère pour son collaborateur, mais face aux révélations sur les circonstances qui entourent les événements du 1er mai, l'Élysée a donc décidé ce matin une procédure de licenciement contre l'agent de sécurité d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, placé en garde à vue par ailleurs par la police judiciaire de Paris. Julien Launay, Jérémy Normand et Clément Billet. Une nouvelle vidéo accablante pour Alexandre Benalla, mise en ligne cet après-midi par le site Mediapart. On le voit donner un coup de pied à un jeune qui peine à retrouver son souffle avant de procéder à son interpellation. Le collaborateur d'Emmanuel Macron s'est présenté ce matin au siège de la police judiciaire où il a été placé en garde à vue, interrogé au lendemain de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonction. Les faits remontent au 1er mai, en marge des manifestations, quand il apparaît avec un casque des forces de l'ordre sur la tête. Venu en tant qu'observateur, il saisit alors une jeune femme sans ménagement, avant de brutaliser un homme à terre. Ce jour-là, à ses côtés, son ami Vincent Kras, gendarme réserviste, employé par La République En Marche. Il est lui aussi entendu depuis ce matin par les enquêteurs. Face à la polémique, l'Élysée annonce avoir pris la décision d'engager la procédure de licenciement d'Alexandre Benalla. Poussé vers la sortie,
notamment parce qu'il détenait les images du 1er mai, filmées par les caméras de surveillance. Soupçonnés de lui avoir transmis, 3 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris ont été suspendus. Embarras au ministère de l'Intérieur. Le ministre condamne lourdement ces agissements qui, s'ils devaient être confirmés, constituent un grave manquement à la déontologie et portent atteinte à l'image d'exemplarité qui doit, en toutes circonstances, caractériser l'action de la police nationale. Gérard Collomb, un ministre de l'Intérieur sous pression. Il aurait été informé de l'affaire le 2 mai, alertant aussitôt l'Élysée, mais sans la signaler à la justice comme le préconise la loi. En dissimulant délibérément des informations à la représentation nationale et à la justice, Gérard Collomb s'est montré indigne de sa fonction et a porté atteinte aux fondements de notre démocratie. J'appelle à sa démission. De son côté, Emmanuel Macron fait toujours le dos rond en évitant de s'exprimer sur le sujet. Hier, lors de son déplacement en Dordogne, il a pris soin d'esquiver les questions des journalistes. Monsieur le Président, pourquoi ne pas vouloir nous répondre sur l'affaire Alexandre Benalla ? Et donc c'est ça. Comment entacher la République, Monsieur le Président, par cette affaire ? Non, la République, elle est inaltérable. Au sein de la majorité, si le comportement d'Alexandre Benalla a choqué, la plupart des députés En Marche tentent de justifier le silence du président. Le président de la République, il doit conserver sa ligne. Il n'est pas là pour gérer l'actualité de son cabinet. Donc des mesures sont prises en interne, ça ira au bout et c'est très bien comme ça. Le président n'a pas à se mêler de ces problématiques internes au cabinet, quand bien même c'est effectivement un garde du corps qui le suivait régulièrement. Il sera remplacé par un autre garde du corps. Point. Dans les rangs de l'hémicycle, l'opposition profite des débats sur la réforme constitutionnelle pour demander des comptes. Ça veut dire que le président de la République, aujourd'hui, au mépris des fonctionnaires de police, au mépris des militaires de la gendarmerie nationale, s'entoure d'une équipe de barbouzes. C'est de ça dont il s'agit. Et à ce moment-là, vous voulez qu'on continue sereinement à débattre de nos institutions ? La France insoumise, elle, aimerait déposer une motion de censure, alors que l'Assemblée a mis en place une commission d'enquête. Faire toute la lumière, d'autant que de nouvelles informations sur Alexandre Benalla pourraient encore alimenter la polémique. Selon le journal Le Monde, le chargé de mission d'Emmanuel Macron bénéficie depuis peu d'un logement de fonction attribué par l'Élysée. Voilà, si on résume 3 enquêtes au total, une enquête judiciaire, une enquête interne à la police et une enquête parlementaire. Concernant l'enquête parlementaire, cette commission donc va être créée et en début de semaine, mardi précisément à 17h45, Gérard Collomb sera auditionné. Alors on sait maintenant qu'il était au courant, Vanessa Schneider, depuis le début. Oui, alors là, on peut dire que, dans un sens, l'État fonctionne bien, parce que le ministre de l'Intérieur, c'est directement ce qui s'est passé. Il en réfère très très vite à l'Élysée. Il donne en effet ces informations à l'Élysée. Et là où il devra s'expliquer, c'est pourquoi il n'a pas activé ce fameux article 40 qui normalement l'obligeait à signaler ce comportement en dehors de la loi. Donc Gérard Collomb est dans une position fragile, Emmanuel Macron également, Emmanuel Macron qui s'est posé en candidat puis en président d'un nouveau monde. Et là, on découvre quoi, en fait ? On découvre que, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, M. Jacob a employé le mot de barbouze. C'est en effet le mot qui vient à l'esprit. Et on a malheureusement toujours vu ça. On se souvient du temps du général de Gaulle, du SAC. Il y a toujours eu la tentation chez les politiques de s'entourer de personnalités troubles, parfois d'anciens policiers ou militaires, de gens proches des milieux de la sécurité, mais aussi proches parfois des voyous qu'on utilise pour des basses œuvres. On pensait ce temps révolu. En tout cas, Emmanuel Macron se posait en candidat et en président avec des pratiques nouvelles de ce point de vue-là. Et là, on en trouve une porte sur une face noire de la Macronie. Je pense qu'on peut l'expliquer par 2 choses, la présence de ces individus dans l'entourage d'Emmanuel Macron. D'abord, par la
précipitation avec laquelle s'est montée cette campagne. Donc un candidat qui sort de nulle part, qui n'a pas beaucoup de réseau. On l'a vu aussi pour des candidats aux législatives qui n'étaient pas, on n'a pas eu le temps de vérifier tout à fait leurs états de service, leur casier judiciaire et autres. Donc il y a comme ça des personnalités qui se sont greffées autour du candidat et qui n'ont pas forcément des certificats de vertu sur tous les plans. Et ensuite, et là en effet, on devra poser la question que soulevait Guillaume Tabar, c'est quel rôle exactement exerçait cette personnalité qui paraît très proche d'Emmanuel Macron. Et là, on retrouve quelque chose qui a aussi existé chez des précédents présidents, c'est cette espèce de... oui, on joue un peu avec le feu, avec des personnalités borderline, des... président qui s'encanaille auprès de personnalités au curriculum vitae un peu louche. Donc il a manqué, pour le coup, vraiment de prudence en s'entourant de cet homme-là à qui il a donné beaucoup de pouvoir. Et la précipitation à laquelle je faisais référence n'explique pas tout pour l'instant. Un barbouze, ça vous paraît exagéré, Marc Le Plongeon? Ça vous paraît, au vu du CV d'Alexandre Benalla? En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas la qualité de policier qui se fait passer comme tel. C'est quelqu'un qui était réserviste dans la réserve citoyenne de la gendarmerie au grade de lieutenant-colonel, à 25 ou 26 ans, je pense que c'est pas mal. C'est quelqu'un donc qui a tous les attributs d'un policier, qui en utilise les outils, qui a même un port d'armes qui lui avait été refusé à plusieurs reprises sous le dernier quinquennat, notamment par Mathias Fekl et par ses services, et qui lui a été finalement donné à la fin de l'année 2017. On a plein de soucis qui se posent. Ariane Chemin dans Le Monde, d'ailleurs, le décrivait, c'est plus un monsieur sécurité, c'est un monsieur du quotidien. C'est un monsieur qui accompagne le président dans ses déplacements, qui fait partie intégrante de son agenda. Ça va plus loin que ça. Je pense que on n'est pas sur les affaires réservées, mais on est peut-être sur quelque chose qui s'en approche. En tout cas, oui. Que risque-t-il? C'est la question que nous pose un téléspectateur ce soir. Que risque Alexandre Benalla dans cette affaire? Monsieur Toussaint, je vais vous répondre très rapidement, mais je voudrais préciser une chose quand même. Pour bien comprendre la situation dans la police nationale, c'est que dans cette affaire, ce ne sont pas des policiers de terrain qui sont concernés. Principalement. Les principaux protagonistes, ce sont des hauts fonctionnaires, des commissaires. Je pense que c'est important de le dire parce que si ça avait été un policier de terrain dans cette affaire, on l'aurait suspendu tout de suite. Il aurait été mis en garde à vue, mis en examen. Il y aurait eu une enquête administrative, une procédure judiciaire. On l'aurait même changé de service. Il aurait été suspendu d'ailleurs sans traitement. Bref, on a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures dans cette affaire. Et là, M. Benalla, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu cette enquête judiciaire dès le départ, alors qu'a priori, de ce que l'on sait, toutes les autorités à tous les niveaux, non seulement étaient au courant, et a priori, auraient visionné toutes les vidéos. Donc ce que risque M. Benalla, c'est quand même plusieurs peines, parce qu'il a quand même commis plusieurs délits. Usurpation de fonction, usurpation de signes réservés à la police, et puis usurpation de titres. Et violence volontaire. Oui, alors bien évidemment, évidemment, violence volontaire. Bien évidemment, et avant tout des violences volontaires. Mais en termes, puisqu'on parle surtout de ce qui se passe actuellement au sein de la police nationale, il risque, ça peut aller de 1 an et 15 000 euros jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Denis Jacob, est-ce que, avant même d'évoquer les violences, l'usurpation, le fait comme ça que des personnalités extérieures soient infiltrées et autorisées à être dans une manifestation, c'est courant ou pas? Alors, j'ai déjà répondu à certains de vos confrères. Moi, ça va faire 30 ans que je suis dans la police nationale. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. Et en étant un peu cru, je dirais même que c'est une affaire de dingue. Autant on peut avoir des observateurs qui sont habilités, comme vous, les journalistes, pour suivre des équipes de police dans leur travail au quotidien, ou des chercheurs dans le cadre de leur recherche, ou des sociologues. Oui, je ne vais pas dire que c'est tous les jours, mais c'est pas rare non plus. Mais là, quelqu'un qui n'a pas de lien direct avec le métier de la sécurité au sens propre qu'on le considère, c'est-à-dire les forces de sécurité d'État,
pourquoi il était là, et qui plus est, de ce que j'ai cru comprendre, pendant ses vacances. On lui a offert un coffret vacances, découverte de la police, je ne sais pas. Bon, pour vous, c'est tout à fait inédit, ou en tout cas exceptionnel. À ma connaissance, j'ai jamais connu une... Qui, éventuellement, pourrait donner une autorisation pour cela? Dans les faits, dans la pratique, quand on veut obtenir une habilitation pour pouvoir suivre des policiers en mission, c'est une demande qui est faite, alors en ce qui concerne Paris, auprès du cabinet du préfet de police, qui ensuite fait vérifier la demande par la personne, par la direction concernée. Ça peut être la DESPAP ou la DOPC pour la préfecture de police, qui ensuite rend son avis. On avise en général la cellule communication également quand il s'agit de journalistes. Et puis ensuite, le feu vert est donné ou pas. On voit bien une affaire de dingue, nous dit à l'instant Denis Jacob. Sur cette question de jours de vacances, qu'on en parle aussi beaucoup. Oui, c'est vrai. Là aussi, c'est hallucinant parce que quand on est à ce niveau de proximité avec le président et d'intégration au cercle rapproché, on n'en est pas à déposer un jour de RTT pour dire est-ce que ce jour-là je peux faire ceci ou je peux faire cela. Il est dans une relation de confiance et je pense qu'il gère son temps comme il l'entend, sans avoir un aspect comptable. Donc cet argument de dire... besoin de pointer. Oui, donc l'argument, à mon avis, ne tient pas très, très longtemps. En tout cas, une affaire de dingue, et l'opposition, évidemment, est vent debout. Est-ce qu'elle a raison, d'ailleurs, de s'opposer aussi violemment au gouvernement sur cette affaire? On est quoi, dans le jeu traditionnel politique de la Ve République, où là, vraiment, on a quelque chose, une sorte de brèche qui s'est ouverte? D'une part, c'est de bonne guerre. On a une opposition qui, depuis un an, n'arrive pas à exister, qu'elle soit de droite ou de gauche, ou en tout cas qui existe différemment selon les camps, et qui avait du mal à trouver prise sur le président. Là, il y a une grosse boulette qui lui est offerte. C'est le jeu politique, elle aurait tort de s'en priver. Ensuite, c'est vrai qu'il se trouve qu'on est sur un texte, la révision constitutionnelle, qui est censé s'inscrire dans ce fameux grand projet de modernisation des institutions, de moralisation, c'est le mot qui avait été employé, de la vie publique, qui a différents aspects. Là, c'est l'aspect strictement constitutionnel, mais c'est dans ce même paquet cadeau, si j'ose dire. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où on va débattre sur les pouvoirs de tel ou tel, et dire attention, si le président peut répondre aux députés, au Parlement, est-ce que c'est encore vraiment les institutions? On voit, à côté de ça, on a quelqu'un qui se réclame du président, qui commet de tels actes. On voit bien qu'il y a un décalage entre les deux réalités et que ça paraît hallucinant d'aller débattre de quelques amendements au moment où il y a une telle affaire qui est dans le débat public. Une affaire d'État, c'est ce que disent plusieurs responsables de l'opposition. Marine Le Pen vient de faire une grande déclaration, par la longueur, mais une vidéo dans laquelle elle dénonce une affaire d'État. C'est aussi le titre de notre émission, d'ailleurs, on pose cette question. C'est une affaire d'État ou c'est une affaire de dingue, pour reprendre l'expression de Denis Jacob, une affaire qui va être, au fond, circonscrite à une partie du cabinet d'Emmanuel Macron? Ça a commencé par une affaire de dingue et ça devient une affaire d'État, parce qu'en effet, la commission d'enquête parlementaire, elle va être chargée de ça, de voir quelles ont été les responsabilités de chacun au sommet de l'État, du ministre de l'Intérieur, du fonctionnement de l'Élysée, des relations avec la préfecture de police. Tout va être décortiqué, et tout va être décortiqué au grand jour. Et c'est pour ça que ça va continuer, parce qu'une commission d'enquête parlementaire, elle est filmée, c'est-à-dire que là, les gens qui nous regardent ce soir, ils peuvent écouter ce qui se passe, et ça, c'est assez inédit, parce que généralement, il y a des commissions d'enquête parlementaire sur des sujets très précis, ou des faits qui remontent à loin et qui n'intéressent pas forcément l'opinion publique. Là, n'importe quel Français pourra entendre Gérard Collomb être auditionné, des personnels de l'Élysée être auditionnés, et ils vont devoir apporter des réponses claires sur, en effet, pourquoi, d'une part, cet individu n'a pas été immédiatement licencié ou plus fortement sanctionné, et pourquoi le procureur n'a pas été saisi au lendemain des faits. Et là, ça devient, s'il y a affaire d'État, c'est parce qu'en effet, ça concerne des dysfonctionnements au sommet de l'État. Marc Le Plongeon, oui. J'irai même plus loin. Pour que ça constitue une affaire d'État, il va falloir prouver s'il y a eu une volonté de dissimuler ce qui s'est passé. Alors, en tout cas, ça n'a pas été dénoncé. Mais est-ce qu'après, ça a été dissimulé? Et alors là, on a un gros souci. C'est au niveau de la communication politique qui en a été faite. C'est l'objet d'un papier que j'ai fait dans Le Point récemment, où il faut bien comprendre que dans sa communication, Patrick Strossda, quand il est interrogé par Le Monde, donc le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, explique qu'il a suspendu M. Benalla dès lors qu'il a eu connaissance des faits et qu'il a réintégré ses fonctions le 19 mai, 15 jours plus tard, du 4 au 19 mai. Après, on a eu
une polémique intense qui a été déclenchée, et M. Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée, là qui va dire dans son élocution publique, attention, M. Benalla a été sanctionné administrativement, sanctionné, avec retenue de salaire, et c'était le dernier avertissement avant un licenciement. Tout indique que c'est faux. M. Benalla n'a pas été sanctionné puisque son statut en tant qu'agent contractuel, il est régi par un décret de 86 qui a été utilisé par M. Strozda pour le suspendre de ses fonctions. Et ce statut précise bien que l'article 43 qui a été utilisé, qu'il a été suspendu pendant 15 jours sans perte de salaire et qu'il a été réintégré à la suite de ces 15 jours sans sanction. Et c'est là où il faut faire attention à ne pas se faire du tout embrouiller par la communication politique qui nous est proposée, parce qu'aujourd'hui, on prend une mesure de licenciement en disant, sur la base de faits nouveaux, on prend une mesure claire et précise. En réalité, sur la base des premiers faits qui étaient à leur connaissance dès le 2 mai, il n'y a pas de sanction qui a été prise. Non seulement pas de sanction, mais on nous a aussi expliqué dans un premier temps qu'il avait été mis au placard. Et c'est là qu'on découvre, d'ailleurs, peu de temps après, qu'il est aux premières loges pour le retour des Bleus, évidemment lundi de la Coupe du Monde en Russie. Et puis l'histoire de l'appartement de fonction. C'est aussi une grande énigme. Pourquoi, à partir du 9 juillet, serait-il logé dans un appartement qui est une dépendance de l'Élysée qui est branlé ? Alors ça, les différentes enquêtes pourront peut-être apporter des réponses, mais en tout cas, ça indique bien, en effet, que cet individu n'était pas du tout placardisé, pour reprendre votre expression, puisqu'il a bénéficié, bien après les faits, d'un cadeau de l'État. Alexandre Benalla, personne ne le connaissait vraiment, mais on l'apercevait parfois aux côtés de femmes et d'hommes politiques dont il assurait la sécurité. Depuis 2011, il gravitait dans le service d'ordre du Parti socialiste, auprès de Martine Aubry, puis de François Hollande. Il a accompagné quelque temps Arnaud Montebourg, avant de rejoindre donc le mouvement En Marche, où il s'est rendu indispensable dans l'équipe d'Emmanuel Macron. Portrait d'un homme qui aurait dû rester dans l'ombre. Mathieu Lignot, Mariam Soumaré et Dominique Lemarchand. Quand Emmanuel Macron se déplace, Alexandre Benalla n'est jamais loin. On le voit ici lors d'un séjour au ski. Ou encore à vélo, en polo jaune avec le président au Touquet. Allez, bonne soirée. Avant de perdre les pédales, Alexandre Benalla a eu une carrière fulgurante dans la sécurité des figures politiques françaises. Sa première expérience de garde du corps, c'était aux côtés de Martine Aubry, pendant les primaires de 2011. Il a alors à peine 20 ans. Il va ensuite rejoindre le service d'ordre du Parti socialiste pendant la campagne de François Hollande. Ceux qui l'ont côtoyé se souviennent d'un garçon motivé qu'il fallait canaliser. C'était aussi le problème de la jeunesse, sans doute, et de vouloir bien faire. Il y a des moments de recadrage, parce qu'on dépasse un petit peu les limites de la fonction, où on ne va pas assez loin dans la fonction. Je rappelle aussi qu'il y a des lois qui sont pour tout un chacun. Donc il fallait qu'on fasse attention à ça aussi. Une fois François Hollande à l'Élysée, Alexandre Benalla devient le chauffeur d'un ministre, Arnaud Montebourg. Mais il est remercié après seulement quelques jours de travail. Après une faute professionnelle d'une première gravité, il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite. En 2016, il devient responsable sécurité de la campagne d'Emmanuel Macron. Il sera de tous les déplacements. Descendez-moi les caméras. Vous vous mettez sur le côté. Allez. Il participera aussi à l'organisation de meetings. Et déjà, Alexandre Benalla se fait remarquer. Il expulse Manu Militari, un militant communiste, d'une salle où s'exprime Emmanuel Macron. Ici, c'est un journaliste qui se fait ceinturer, accusé de s'être approché trop près de son candidat. Alexandre Benalla étonne, car il veut armer le service de sécurité de pistolets lanceurs de balles en caoutchouc. C'est ce que révèlent des mails publiés par Wikileaks. Bonjour, suite à notre échange téléphonique, je vous confirme la commande suivante pour le mouvement En Marche. 2 pistolets, 50 balles, 5 boucliers anti-émeute, un flashball. Surprise du trésorier d'En Marche. Je n'ai jamais entendu dire que les partis politiques avaient des vigiles armés. Je trouve même ça dangereux. J'aimerais être sûr que c'est validé et qu'on est dans un cadre juridique OK. La commande est refusée par la direction d'En Marche. Mais qu'a fait Alexandre Benalla entre 2012 et 2016 ? Le jeune homme ne disparaît pas complètement des écrans radars. Alexandre Benalla est réserviste de la gendarmerie et son nom apparaît au journal officiel en 2015.
Par arrêté du Premier ministre, il suit une formation à l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice. Il rejoint aussi une entreprise internationale de sécurité privée, fondée par 2 policiers. Son nom, Velours. Ce journaliste a enquêté sur les activités d'Alexandre Benalla dans cette période. Entre 2015 et 2016, il a essayé de monter une entreprise au Maroc qui était la filiale d'un groupe international et ça a échoué pour des raisons qu'on n'a pas encore élucidées. Et ensuite, 1 an plus tard, il monte une association qui a de fortes ambitions, si on en croit ses statuts, puisqu'elle veut représenter le secteur de la sécurité privée, mais sur cette association, force est de constater que personne ne la connaît. Elle est inconnue et des pouvoirs publics et des autres organisations représentatives. Donc voilà, après il est très jeune, mais voilà, en tout cas sur ces 2 initiatives, c'est plutôt des échecs. À 26 ans, l'homme qui se prenait pour un policier risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alexandre Benalla était-il connu des services de police ? À ma connaissance, pas tant que ça. En tous les cas, pas des policiers de terrain. Peut-être à haut niveau, effectivement. Il est connu, certes, pour avoir obtenu un titre honorifique dans le cadre de la réserve citoyenne de la gendarmerie. Bon, visiblement, c'est un monsieur qui a un réseau un petit peu développé au niveau de la gendarmerie et de la police nationale, mais je me répète, à haut niveau, pas au niveau du terrain, en tous les cas. On a utilisé l'expression barbouze tout à l'heure, l'expression Rambo. Non, mais elle a été utilisée, oui, par Christian Jacob. Mais, oui. Au-delà de ça, ce type de personnages, on les a tous vus quand on suit des partis politiques. C'est-à-dire dans les partis politiques organisent des services d'ordre avec des gros bras, des gens qui ont le physique fait pour sécuriser les meetings, les déplacements, pour éviter s'il y a une manifestation ou s'il y a quelqu'un qui vient, je sais pas quoi, jeter une tarte ou un G2. Et donc, ce sont des gens qui sont généralement bénévoles, qui sont souvent des militants et qui se mettent au service de personnalités politiques. Ça, c'est une constance qu'on retrouve dans tous les partis, que ça soit à droite, à gauche. Après, généralement, ils n'arrivent pas aussi haut dans l'appareil d'État. C'est la question, en effet, que pose un téléspectateur. Comment accède-t-on à un tel poste à 26 ans, faut-il le rappeler, avec appartement de fonction, bon ça c'était récent, 10 000 € de salaire, je ne sais pas si c'est confirmé d'ailleurs, et une voiture de fonction. Comment accède-t-on à un tel poste à cet âge aussi jeune ? Déjà, il faut aussi rappeler que l'ensemble de la Macronie, en tout cas quand on parle de Macronie au sens de cette équipe qui a conquis le pouvoir, est une équipe hyper jeune. J'ai cité des dizaines de fois Ismaël Emelien qui n'a pas encore 30 ans, etc. Donc les gens qui aujourd'hui Ismaël Emelien, c'est son conseiller spécial. Conseiller spécial, donc un homme qui est très important dans le dispositif d'Emmanuel Macron à Bercy, puis dans la campagne et maintenant à l'Élysée. Donc Emmanuel Macron, lui-même, plus jeune président depuis Louis-Napoléon Bonaparte, même avant, je crois. S'est entouré de gens jeunes, brillants, etc. On les retrouve certains aujourd'hui à l'Assemblée nationale, certains dans son équipe à l'Élysée. Donc, quand on resitue le cas de Benalla dans ce contexte global de la Macronie, finalement, sur ce plan-là, en tout cas, pas l'âge il ne détonne pas. Il fait partie de ces jeunes. Et comme le disait tout à l'heure Vanessa, ces jeunes qui ont gagné et donc qui se sentent un peu invincibles et surtout qui se sentent la capacité, à moins de 30 ans, d'exercer des fonctions exercées par d'autres. Et y compris en matière de sécurité, où j'imagine qu'il faut un peu de bouteille, un peu de patte humaine, un peu de compréhension des situations. C'est qu'on voit que quelqu'un qui se met à jouer un peu au cador et, comme dirait Bruno Roger-Petit, à outrepasser sa fonction précise. Denis Jacob, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? C'est-à-dire qu'il y a souvent des gros bras comme ça autour des partis politiques, mais pas seulement, j'imagine, peut-être autour des personnalités. C'est rarement des policiers. Oui, non, je disais, c'est souvent des militants bénévoles, un peu baraqués, qui jouent ces rôles-là. Comment les forces de l'ordre gèrent-elles d'ailleurs ce genre de personnages ? Ça, c'est votre travail au quotidien. On a un contact direct quand effectivement il y a une demande de sécurité officielle qui est sollicitée
dans le cadre d'un meeting ou autre, mais on reste toujours en dehors de ces meetings politiques. Donc on a certes peut-être un contact direct, mais c'est chacun s'occupe de ce qu'il regarde et en tous les cas, ils n'ont pas à venir piétiner nos plates-bandes, si je puis parler comme ça. Chacun son boulot, et en ce qui concerne la police nationale, je rappelle quand même qu'on est policier après 1 an de formation et 1 an de stage. Marc Le Plongeon, au-delà de son CV, j'allais dire de son pédigré, on a du mal encore à comprendre ce job. Qu'est-ce qu'il faisait exactement ? On a l'impression que ça pouvait être tout et n'importe quoi. Oui, mais forcément, puisque comme il était sur tous les déplacements, il était en charge de l'agenda, de suivre les déplacements du couple Macron. D'ailleurs, on le voit aux côtés parfois de Brigitte Macron, on le voit parfois aux côtés d'Emmanuel et parfois aux côtés des deux. Et surtout, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui essayaient de solliciter le couple Macron, qui passaient par M. Benalla. Et ça, nous, on nous l'a raconté, qu'effectivement, parfois, quand on essayait de toucher l'un ou l'autre, on s'adressait à M. Benalla, qui était au courant qu'il y avait tel ou tel déplacement, et qui, du coup, pouvait un peu fluidifier les relations éventuellement. Mais Benalla, en fait, la sécurité, chez lui, c'est plus qu'une vocation. C'est-à-dire que là, on parlait à partir de 2010 qu'il a commencé un petit peu à offrir ses services au PS, mais en réalité, ça remontait avant. Moi, là, je venais avant l'émission, j'ai eu des gens qui me racontaient que dès le lycée, il faisait partie, par exemple, du pseudo-service de sécurité du bal de fin d'année en terminale, dans son lycée à Bernay. Et qu'on le voit, parce qu'il est apparu dans une procédure judiciaire où ça s'était mal passé et il y avait un jeune qui avait pris un coup de poing dans la tête et du coup ça s'était terminé au tribunal et lui qui faisait partie du service de sécurité était venu très fier témoigner en disant, donc c'était pas lui qui avait mis le coup de poing mais il avait dit voilà c'est ce qui s'est passé, j'étais dans le service de sécurité, il était complètement ivre, il s'est avancé, il voulait retrouver sa copine, donc voilà c'est un truc dès ses 16-17 ans, il est déjà dans cette vocation-là. Et après c'est quelqu'un qui a une trajectoire complètement ascendante, donc on le voit, il commence à se mettre un petit peu au service des candidats à la primaire, il est au service de la première secrétaire du PS à l'époque qui était Martine Aubry si je ne m'abuse, et il va continuer dans ce registre-là, il va monter une société privée, on ne va pas trop savoir d'ailleurs ce qu'il va faire pendant 3-4 ans, jusqu'à se retrouver à nouveau aux côtés d'Emmanuel Macron à l'été 2016, avant que la campagne se lance, et après on le retrouve et il gère carrément le service de sécurité pendant la campagne. C'est quand même incroyable, Vanessa Schneider. Je sais que vous nous avez déjà dit que la campagne s'était faite un peu dans la précipitation, mais qu'il n'y ait pas eu une enquête minimale faite sur ce personnage, sans minimiser le travail de Marc Le Plongeon. Ça demande un peu de quelques coups de fil, quelques contacts, mais enfin ça, j'imagine que à En Marche, on aurait pu le faire aussi. Tout comme passer un coup de fil à Arnaud Montebourg, qui dit on a eu un vrai souci avec ce garçon, j'ai été obligé de le dégager. Ou alors est-ce que là aussi on s'est senti invincible ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, est-ce qu'il y avait des éléments factuels à lui reprocher ? C'est-à-dire, est-ce que ce monsieur a un casier judiciaire ? Est-ce qu'il avait déjà commis des délits ? Ça, on verra si c'est le cas ou non. Après, non, dans une campagne, quand il y a un bénévole qui est là et qu'on lui fait confiance, ce sont des réflexes aussi. Emmanuel Macron, il assume ça, quoi, pas dans ce cas-là, mais en règle générale, c'est des comportements de patron du privé aussi. On décide de faire confiance à quelqu'un, et à partir du moment où on fait confiance à quelqu'un, on le délègue et on laisse la personne gérer son poste comme il entend, dans une relation de confiance et de responsabilité. Donc c'est typique du fonctionnement de la façon dont s'est passée cette campagne autour d'Emmanuel Macron. Après, non, on ne voit pas en effet Emmanuel Macron appeler Arnaud Montebourg, qui était candidat à la primaire, pour lui dire, il paraît que ce gars-là, tu l'as eu. Lui directement. Non, mais voilà, c'est vrai que ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu à la fois la précipitation et en effet ce fonctionnement de j'ai confiance en ce gars, il a l'air efficace, il a l'air bien et je le laisse et je regarde pas trop dans les détails. Il y avait quand même, il faut le rappeler, des centaines, voire des milliers de gens avec tous les correspondants qui se sont engagés dans cette campagne En Marche autour d'Emmanuel Macron. Donc évidemment tous n'avaient pas cette proximité, c'est cette proximité qu'il faudra éclaircir. Mais le fait que des gens au CV un peu douteux se soient alignés derrière ce candidat qui avait toutes les chances de l'emporter, c'est pas quelque chose d'invraisemblable. On l'a dit au début de cette émission, Guillaume Tabar, il y a le feu. Enfin, il y a un début d'incendie, en tout cas du côté de l'Élysée. Pour l'instant, Emmanuel Macron a choisi de ne pas parler. C'est sa stratégie, on a compris, de communication. Ça peut tenir longtemps. Est-ce qu'il est obligé
de prendre la parole et de dire quelque chose, d'expliquer simplement aux Français ce qui se passe? Je pense qu'il est obligé d'agir, ce qui ne veut pas dire forcément obligé de parler, en tout cas de parler tout de suite. Je m'explique. Pour prendre un exemple ancien, moi je me souviens très bien, dire peut-être qu'avec Vanessa on était ensemble sur ce déplacement. Jacques Chirac, c'était en 2000, vous vous souvenez au moment de la révélation de la cassette mairie. Énorme scandale. Sacré séisme, on apprend en gros qu'à cette mairie, c'était quelqu'un qui racontait devant face caméra comment Jacques Chirac recevait de l'argent, etc. Enfin, c'est quand même assez lourd pour un président de la République en exercice. Et Jacques Chirac, ce jour-là, le jour où Le Monde déjà avait sorti cette information-là, était en déplacement du côté de Poitiers. Donc bien sûr, tous les journalistes n'avaient qu'une question, c'était là-dessus, etc. Et Jacques Chirac, impassible, était à son affaire, qui était, je ne sais plus, est-ce que c'était le festival de la BD ou autre chose, en tout cas, mais rien qui, dans son comportement extérieur, ne n'est... Bon. Ce qui est aussi, quelque part, une force pour un président de ne pas s'offrir en punching ball à une polémique. Mais, et c'est comme ça la grosse différence, si Jacques Chirac lui-même restait impassible, toute la Chiracie, c'est-à-dire que non seulement tout le stade de l'Élysée, les ministres, le RPR, enfin tout le dispositif politique, s'était mis en marche, c'est le cas de le dire, pour organiser la défense, la riposte, les contre-argumentaires. C'est comme ça qu'on avait dit, très vite, on avait su que là, en fait, la cassette avait été détenue par Dominique Strauss-Kahn. Voilà, il s'était mis au travail pour allumer des contre-feux et gérer politiquement, gérer judiciairement cette crise. Bon, ça peut paraître lointain, mais je prends cet exemple parce que c'était aussi un président de la République au cœur d'une tourmente assez colossale. Et là, je trouve que dans cette séquence où on assiste à une disparition totale du dispositif politique. Je ne reviens pas sur la déclaration du porte-parole de l'Élysée. Toute première déclaration, depuis 10 mois qu'il est en fonction, c'est sa première déclaration publique, le porte-parole officiel de l'Élysée. Donc à la fois, il dramatise et en plus avec des arguments qui ne tiennent pas. Et il est désavoué 24 heures plus tard. Bon, ensuite, au niveau gouvernemental, on a Nicole Belloubet qui, au Sénat ou à l'Assemblée, dit il était là sans autorisation. Au moment même où le porte-parole dit il a eu une autorisation pour venir. On a le Premier ministre qui fait une intervention à minima au Sénat parce que c'est plus prudent. Et on a surtout une majorité, un parti. Je n'ai pas entendu le patron du parti, En Marche, réagir. Ou alors ça m'a échappé, mais ça montre qu'il n'a peut-être pas parlé assez fort. Et les députés, le seul argument de la majorité aujourd'hui, c'est de dire scandaleux, l'opposition fait l'obstruction parce qu'elle a peur de la réduction du nombre de parlementaires, donc elle veut bloquer la discussion, comme si c'était ça le sujet. Donc il y a une faiblesse du dispositif politique macroniste qui expose un peu plus Emmanuel Macron. Et je dirais, dernier point, qu'Emmanuel Macron s'est exposé lui-même en renonçant à son style de présidence initial. Souvenez-vous, au tout début, on avait dit cette présidence très distante, très lointaine, qui restaurait la dignité de la fonction, qui se voulait rare, etc. Et au fil du temps, et notamment dans les toutes dernières semaines, on a vu le retour d'une présidence bavarde, d'une présidence brouillonne qui s'exprime à coups de vidéos, à coups de petites phrases lâchées, etc. Bon. Et donc, après, il ne faut pas s'étonner que, étant lui-même à ce point descendu dans l'arène, ce soit à lui qu'on demande des comptes, alors que s'il avait gardé cette distance, peut-être que le paravent aurait pu davantage fonctionner pour lui. Il faut dire que l'affaire Benalla est la première grosse affaire du mandat d'Emmanuel Macron. Elle éclabousse un chef d'État qui, vous l'avez dit, avait promis une république exemplaire où chaque ministre, chaque serviteur de l'État devait rendre des comptes. Pas si simple d'être irréprochable. En un an, d'ailleurs, d'autres polémiques ont déjà embarrassé l'exécutif. Pierre Milan-Belando et David Lemarchand. C'était la promesse d'une république exemplaire. Lors d'une campagne présidentielle marquée par le scandale Pénélope Fillon, le candidat Macron avait fait de l'exemplarité une priorité. Avant même l'adoption de toute loi de moralisation de la vie publique et de la vie politique, qui fait partie de notre projet et de notre priorité, je souhaite que l'ensemble des candidats qui seront investis respectent l'ensemble des règles d'ores et déjà édictées. Les paroles, puis les actes comme président. 15 septembre 2017, lors d'une mise en scène inédite, le président Macron signe en direct 2 textes de moralisation de la vie politique. Ces 2 lois, ce sont des engagements de campagne importants qui constituent une vraie rénovation de notre vie politique. L'impossibilité d'embaucher un membre de sa famille
est ainsi maintenant promulguée. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Ce que nous avions promis, nous l'avons fait. Tout commençait bien donc. C'est ensuite que ça s'est gâté. D'abord l'affaire Ferrand, celui qui est alors ministre des Territoires, est rattrapé par une ancienne histoire de favoritisme. Il est rapidement débarqué. Puis c'est au tour du ministre de la Justice, François Bayrou, de tomber, suite à des soupçons d'emploi fictif. Je choisis de préserver la loi de moralisation et de confiance dans la démocratie. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. 2 épisodes réglés rapidement. Sauf que depuis, il y a eu l'affaire Kohler, qui vise cette fois-ci un très proche d'Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Élysée. En juin dernier, le journal en ligne Mediapart révèle les liens entre Alexis Kohler et le numéro 2 mondial du transport maritime. Dans l'affaire Kohler, on voit que M. Macron est intervenu. Il a fait une attestation de ministre pour la commission de déontologie pour permettre à M. Kohler de quitter le public vers le privé alors qu'il était peut-être en situation de conflit d'intérêt. On note une espèce de banalisation du conflit d'intérêt et un positionnement assez décomplexé par rapport à ce conflit d'intérêt. Anticor a déjà déposé 3 plaintes en lien direct avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Une concerne l'affaire Kohler, l'autre Richard Ferrand, et la 3e porte cette fois-ci sur les comptes de campagne. Les équipes d'Emmanuel Macron auraient bénéficié de ristournes de la part d'entreprises privées lors de la course à l'Élysée. Questionné sur le sujet, le président adopte alors sa stratégie habituelle. Cette histoire ne le concerne pas. Je ne traite pas en conférence de presse les sujets nationaux. Et donc, vous pourrez me reposer dans un autre contexte la question, j'y répondrai, même s'il y a en France des commissions compétentes et un juge qui ont déjà jugé les comptes de campagne. Anton Rousset est le journaliste qui a révélé l'affaire des comptes de campagne. Il a pu observer de très près la communication du gouvernement lorsqu'ils se sentent attaqués. À chaque fois, Emmanuel Macron et La République En Marche ont la même stratégie. C'est-à-dire ils s'enferment dans leur tour d'ivoire et ils refusent de commenter. Ils refusent d'être entraînés finalement dans ces affaires. Ils refusent de voir qu'ils ont une responsabilité là-dedans et qu'ils doivent en répondre devant les Français et répondre aux sollicitations des médias. Ils sont dans une logique selon laquelle les affaires passent, mais les semaines aidant, l'actualité revenant, ils ne seront pas entraînés dans ces affaires-là. Mais aujourd'hui, cette stratégie semble atteindre ses limites. L'affaire Benalla pourrait entacher durablement le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, bon, on rappelle que pour l'instant, aucune réaction du président de la République, Vanessa Schneider, mais c'est vrai qu'autour, Guillaume Tabar le disait juste avant le reportage, autour de lui, la majorité, le gouvernement, on ne se bouscule pas au portillon pour venir en aide au chef de l'État, qui est directement, évidemment, mis en cause. La majorité est extrêmement embarrassée parce que la stratégie d'Emmanuel Macron de se taire, qui est aussi de l'orgueil, et pas simplement de la stratégie. Il y a aussi un côté vous m'acculez à répondre, donc je ne répondrai pas. Cette stratégie, elle met son propre camp dans l'embarras. Les députés En Marche ne savaient plus quoi dire, donc il n'y a pas vraiment d'attaque parce que le député En Marche est un député assez largement godillot. On les entend pas beaucoup exprimer des positions divergentes, que ça soit sur n'importe quel sujet. Mais on sent très clairement un malaise qui s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale, au sein du parti et au sein, évidemment, de la majorité à l'Assemblée nationale, parce que c'est très compliqué, à part de dénoncer la violence du comportement du conseiller d'Emmanuel Macron, c'est extrêmement difficile quand on n'a pas, entre guillemets, les éléments de langage, puisque c'est venu d'en haut, de pouvoir défendre l'indéfendable. Il n'y a pas de bonne communication quand il vous arrive un truc pareil. C'est quand même, là, la situation est extrêmement complexe. On ne va pas faire les malins autour de cette table et dire il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, c'est très très compliqué. Ce qu'on peut supposer, c'est que si la décision avait été prise dès l'apparition des informations de licencier immédiatement, oui, ça on aurait serait calmé un peut-être peu les pas esprits. encore là autour de cette table à en parler aujourd'hui. Donc ce silence, il est quand même assez préjudiciable, et ce retard à l'allumage avec la procédure de licenciement, elle est également préjudiciable. On se souvient du quinquennat passé de François Hollande, qui a été, comme tous les présidents, qui a dû faire face à des polémiques plus ou moins graves ou des affaires plus ou moins graves touchant
soit des membres du gouvernement, on se souvient de Thévenoud, Cahuzac, Kader Arif, Bruno Leroux, il y en a eu, qui, à l'exception de M. Cahuzac, où les choses ont traîné, dans la journée même où ils étaient mis en cause, quittaient leur fonction. Qui était ministre de l'Intérieur, est parti le jour même. Au bout d'un mois, le jour même. On se souvient du conseiller spécial de l'ancien président de la République, Aquilino Morel, qui avait été accusé d'avoir fait venir un cireur de chaussures à l'Élysée. Pourtant, il n'y avait rien d'illégal, mais évidemment, l'image n'était pas celle que souhaitait donner la présidence Hollande et pouvait choquer l'opinion. Il a été acculé à la démission extrêmement rapidement. Donc, faire durer les choses n'est pas forcément une bonne tactique pour éteindre le feu. Question SMS. La fameuse République exemplaire. Quel tour de passe-passe Emmanuel Macron va-t-il trouver ? Là, vous croyez que ça cogite là, à l'Élysée ? Écoutez, en tout cas, je pense que si cette affaire devait avoir une vertu, c'est au moins de nous débarrasser de cette illusion qu'il y a un nouveau monde qui prendrait le relais d'un ancien monde, qu'avant il n'y avait que des méchants corrompus, que maintenant il n'y a que des gentils parfaits. Voilà, il y a le pouvoir politique, la réalité du pouvoir politique d'un côté, il y a la nature humaine de l'autre, la nature humaine avec ses grandeurs et avec ses faiblesses. C'est comme ça depuis que l'humanité existe, ça restera comme ça, quels que soient les régimes politiques, quelle que soit la couleur politique des présidents. Et voilà, et bien ce pouvoir, à nouveau, comme les autres, je ne dis pas qu'il est plus mauvais ou meilleur que d'autres, simplement, il y a un fonctionnement du pouvoir, il y a une attraction du pouvoir, il y a un certain nombre de contingences qui font que, à tel ou tel moment, la nature humaine est soumise à un certain nombre de pressions ou de tentations. Et voilà, et c'est pas, on pourra faire une loi de moralisation. Là, en gros, la loi dite Bayrou ou Belloubet, elle est faite pour répondre à l'affaire Fillon. On dit Pénélope Fillon était salariée, eh bien on va interdire de salarier les conjoints et les familles d'un député. Très bien. Là maintenant, on va faire quoi ? On va faire une loi pour interdire qu'un garde du corps puisse. On ne réglera jamais aucun problème de moralité, de moralisation par une loi. Juste avant de passer aux questions SMS, Marc Le Plongeon, il y a un élément qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est ce que va dire Alexandre Benalla aux enquêteurs. Il est en garde à vue depuis ce matin. Oui. On ne sait pas ce qui se passe évidemment dans cette garde à vue, mais après tout, il serait tout à fait disposé, il pourrait être disposé à dire la vérité, déjà pour commencer. Qui lui a donné l'autorisation ? Qui lui a demandé d'aller dans cette manifestation ? Je ne sais pas. Non, mais tout à fait. Après, c'était tout l'intérêt à agir rapidement. C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une enquête préliminaire. Au cœur, il y a ce monsieur Benalla qui va être interrogé longuement et une enquête préliminaire qui devrait, selon moi, se transformer en information judiciaire avec la nomination d'un juge indépendant, parce qu'on rappelle qu'en France, le procureur n'a pas le même statut que le juge du siège en France, et ça, c'est un souci. Et ensuite, on a un risque que M. Benalla en dise plus que ce pourquoi il est poursuivi. C'est-à-dire, on attend tous, en tant que journaliste, qui raconte un peu comment ça se passait à l'Élysée. Alors, il n'ira certainement pas jusque-là, mais on a aussi parallèlement une enquête de l'IGPN qui a été lancée. Cette enquête, donc, on appelle les bœufs carottes, l'Inspection générale de la police nationale, tout à fait, et qui, elle, va devoir, sachant que M. Benalla n'est pas policier, et cette IGPN, elle a été saisie pour vérifier ce qui s'était passé dans l'appareil policier, c'est-à-dire quel haut fonctionnaire lui avait donné ces images, quelle relation il entretenait avec tel ou tel commissaire. Et là, on va avoir des soucis. C'est-à-dire qu'on a tout l'appareil policier qui va être passé au crible, on a l'appareil élyséen, éventuellement, qui pourrait l'être à travers cette enquête préliminaire. Il aurait fallu, à mon sens, qu'il agisse beaucoup plus vite. Monsieur Jacob. Oui, alors pour l'IGPN, il faut remettre... C'est pas la police des polices ? Si, c'est la police des polices. Parce que je vous ai vu faire comme ça oui, quand je disais ça. Oui, parce qu'en fait, le point de départ de l'IGPN, c'est pas pour savoir qui a transmis les vidéos. Le point de départ de l'IGPN, c'était pour dire au ministre qu'est-ce qu'était le statut d'observateur. Mais ensuite, l'enquête d'IGPN, forcément, a dévié sur tout le reste au fur et à mesure des informations. Ce qui s'est passé pendant les manifestations du 1er mai. Mais le point de départ, c'était de savoir par l'IGPN quel était le statut véritable de l'observateur quand il était dans les services de police. Alors aujourd'hui, on a plusieurs éléments. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Effectivement, on ne sait pas ce que M. Benalla va dire à mes collègues dans le cadre de l'enquête. Moi, aujourd'hui, je me fie à ce que je sais, à savoir que le ministre
ministre de l'Intérieur a pris une position particulièrement ferme en disant que c'était inadmissible ce qui s'était passé et semble dire qu'il n'était pas au courant. Donc c'est pour cette raison que mon organisation syndicale et mon partenaire, le syndicat majoritaire des officiers, le SCSI, on demande aujourd'hui au ministre de l'Intérieur de déposer plainte contre M. Benalla. Voilà. Carrément. Oui, bien sûr. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France. Il a cette casquette. C'est pas fréquent qu'un ministre de l'Intérieur porte plainte. Donc, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu plusieurs affaires qui ne sont pas de ce type-là, bien évidemment. Donc, porter plainte pour obtenir toute la lumière sur cette. Oui, je pense qu'il y a besoin de la plus grande transparence. Il y a aussi un point qu'il faudra éclaircir, c'est qu'est-ce qu'il faisait là au milieu de véritables policiers. Mais oui, mais c'est tout le débat. Est-ce qu'il était connu par eux, identifié par eux? Tout à fait, c'est tout le débat, et c'est d'autant plus le débat que normalement, quand vous êtes observateur, vous avez un référent police sous lequel vous êtes donc sous sa responsabilité, et vous ne pouvez pas aller et venir comme vous et faire ce que vous voulez. Il y avait un haut fonctionnaire de la préfecture de police qu'on voit sur les vidéos qui accompagne M. Benalla dans ses déplacements, qui voit M. Benalla surtout frapper une personne à terre et qui n'intervient pas. Et ça aussi, il va falloir en parler. Voici maintenant vos questions SMS et Internet. Question très simple pour commencer. Qui a fourni le casque et le brassard? Est-ce qu'on a une idée? Parce que le casque et le brassard... mais ça sera très intéressant. Ça se trouve pas, ça se trouve pas dans le commerce. A priori, les autorités qui ont habilité M. Benalla à se trouver dans cette mission de police. Alors, l'enquête le dira, ça ne m'appartient pas aujourd'hui de dire potentiellement les éléments que j'ai, mais... C'est un simple casque de la préfecture de police, c'est ça? Pas de liseré CRS? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de policiers sur le maintien de l'ordre. Vous avez les CRS qui sont en première ligne et qui sont là pour contenir les manifestants, soit pour les empêcher de passer, soit pour les faire reculer. Et puis derrière, vous avez des policiers de sécurité publique de la préfecture de police qui, quand les CRS interpellent un manifestant un peu trop violent, on le passe derrière et c'est ensuite des policiers de la préfecture de police ou de la sécurité publique qui le prennent en charge. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron doit-il démissionner? En tout cas, je pense qu'il aurait dû présenter sa démission à Emmanuel Macron et assumer et porter sur lui la responsabilité de cela. C'était le seul moyen d'éviter que ce soit le président qui soit en première ligne. Est-ce qu'on peut rappeler très brièvement le rôle du directeur de cabinet? Il y a un secrétaire général à l'Élysée qui est vraiment le numéro 2 de l'Élysée. Le directeur de cabinet, il a un rôle un peu différent? C'est le chef des conseillers, on va dire, du premier cercle des conseillers autour du président. C'est par lui que... Non, précisément. Non, les conseillers thématiques sont sous l'autorité du secrétaire général. Secrétaire général et le directeur de cabinet a plus un rôle justement par rapport au fonctionnement de la maison. C'est plus administratif. Élyséenne, voilà, c'est l'inverse. Pour le gouvernement. C'est pas le chef de cabinet non plus, là, parce que lui, il était rattaché au chef de cabinet. À part Alexandre Benalla, qui d'autre habite Quai Branly? Alors là, on vient de découvrir que lui... non, évidemment, on ne peut pas répondre à cette question, malheureusement. Là, je dis ça aux téléspectateurs qui nous regardent. Si quelqu'un là nous écoute, il peut nous appeler. C'est intéressant de savoir. Mais on peut rappeler qu'il y a un précédent célèbre. À Mazarine. Voilà, Mazarine. Mazarine et Madame Pinjot qui étaient logés, ainsi que la famille... Encore, il y a une différence, pour le coup, à la décharge peut-être d'Alexandre Benalla, c'est que dans le cas de Benalla, si c'était un collaborateur du président, il peut y avoir une légitimité à ce qu'il ait un logement de fonction. Ça peut être contestable, mais il y avait une logique. Là, dans le cas de Mitterrand, c'est vraiment le fait du prince qui loge sa... Surtout s'il le suit dans tous ses déplacements, ça peut paraître logique s'il est appelé au dernier moment. Oui, qu'il soit à proximité. Ça, c'est pas impossible. Ce qui est fou, c'est que la décision a été prise, en tout cas mise en place, le 8 juillet, je crois, alors qu'il y avait déjà eu connaissance de cette affaire. Sait-on combien de collaborateurs à l'Élysée et dans les ministères n'apparaissent pas dans les organigrammes officiels? C'est énorme. Oui, et là encore, il y a beaucoup de gens comme ça qui gravitent et qui ne sont pas officiellement répertoriés. Et là encore, chaque gouvernement fait non pas des lois, mais des règlements pour dire qu'il faut limiter le nombre de conseillers ministériels. Emmanuel Macron était encore plus loin puisqu'il voulait que les ministres travaillent avec leur administration et non plus avec leur cabinet. Donc on a réduit considérablement le nombre de conseillers officiels. Résultat, il faut bien faire travailler des gens. Il me semble qu'il y a une différence entre les ministères et l'Élysée, parce que je crois qu'un des premiers décrets qui avait été pris sous Emmanuel Macron consistait à justement déclarer obligatoirement au journal officiel tout collaborateur qui travaillerait dans un ministère, ce qui n'est pas le cas à l'Élysée. Question pour vous, Denis Jacob. Bon, je vous préviens, ça ne va pas vous plaire. Comment se fait-il, et on se pose tous la question, que les policiers présents
lors de l'intervention musclée d'Alexandre Benalla, reste passif. Pourquoi personne n'intervient ? Alors, il y a deux réponses. La première, je vous l'ai donnée précédemment, c'est le service d'ordre. Les CRS sont là pour contenir les manifestants. Ils ne sont pas pour aller derrière et s'occuper des personnes qui ont été interpellées. Ils sont là pour contenir. Donc, les CRS font leur travail de manière professionnelle et exemplaire, et c'est pas contestable. Après, il y a effectivement 2-3 fonctionnaires autour de M. Benalla. Je rappelle que M. Benalla, il est de l'Élysée. Vous êtes salarié France Télévisions, allez dire à votre patron que ce qu'il fait, c'est illégal, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, les pressions professionnelles, des mesures contraignantes, on va vous retirer de votre poste et on va vous mettre au placard. Il y a cette inquiétude, et on voit d'ailleurs sur la vidéo certains agents qui hésitent, il y a de l'hésitation, j'interviens pas. Voilà, il ne faut pas oublier que certes, on est des policiers et qu'on doit faire appliquer les textes de règlement, mais on est aussi sous un uniforme des êtres humains, et que quand on a affaire à une personnalité comme M. Benalla, il n'est pas forcément évident d'intervenir pour s'opposer à lui avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir des autorités hiérarchiques après. Avec des policiers diplômés, des gendarmes surentraînés, des chambellans rompus aux arts martiaux, l'Élysée embauche des privés. C'est vrai qu'on peut se demander, il y avait vraiment besoin d'embaucher en plus ? Là, ce qu'on peut dire, c'est que normalement, il y a un service dédié à la protection du président de la République et de son épouse, qui exerce, qui est formé pour ça et qui normalement devrait exercer seul ce type de responsabilité. Après, on pourrait peut-être clarifier un petit peu ces statuts. C'est-à-dire que là, on a du privé qui arrive sur des fonctions qui sont normalement des fonctions régaliennes de protection de la présidente, du président de la République et de sa famille. Mais on remarque également qu'à l'inverse, on a certains anciens ministres, par exemple, le ministre de l'Intérieur, qui vont bénéficier de la soi-disant protection de policiers, qui devraient être embauchés en tant que policiers. Et on se rend compte, au travers de différents scandales qui paraissent dans la presse, qu'il y a des policiers qui sont embauchés en tant que chauffeurs, par exemple. Et ça, est-ce que c'est normal ? Je pense qu'il y aurait quelques statuts qu'on pourrait largement clarifier. Alexandre Benalla n'en sait-il pas d'abord beaucoup sur Emmanuel Macron lui-même ? Ah, ça c'est la grande rumeur. On se dit, on se pose la question. Mais ça, c'est Emmanuel Macron est responsable de cette rumeur. C'est-à-dire qu'en ne s'exprimant pas sur le sujet et en ne prenant pas l'initiative, lui ou son entourage direct, de clarifier, de donner les éléments d'information, d'expliquer ce qui s'est passé et qui est cet homme, forcément, ça laisse libre cours à toutes les supputations possibles. Comment cet individu est-il devenu officier de réserve dans la gendarmerie ? Comment est-ce qu'on devient officier de réserve dans la gendarmerie ? Ça, je ne sais pas. On n'en sait pas. Je ne suis pas gendarme, donc je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'il est également membre de la réserve citoyenne de la gendarmerie. Je l'ai dit tout à l'heure. Et il a eu, à titre honorifique, le grade de lieutenant-colonel, ce qui n'est quand même pas rien à 26 ans. C'est sur la base du bénévolat, normalement, on se propose. Avec cette affaire, le président Macron n'est-il pas totalement discrédité pour le reste de son quinquennat ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais c'est une épine dans le pied, oui. Oui, image entachée et présidence aussi un peu bloquée, parce que maintenant, s'il veut faire avancer des réformes un peu difficiles, donc un peu impopulaires, c'est toujours plus compliqué lorsqu'on a une polémique comme ça sur le dos. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à l'équipe qui a préparé cette émission. Ce soir, la rediff est à 22h40. Très bonne soirée sur France 5.